Déby. Le président donc Idriss Déby du Tchad, qui est arrivé au pouvoir en décembre 1990, a été tué le 20 avril 2021. Et un conseil militaire de transition s'est mis en place, dirigé par un de ses fils. Idriss Déby a toujours été un homme de guerre et non un homme de négociation, comme Omar Bongo par exemple, Inissa Songesso, etc. Je voudrais avoir votre réaction d'abord sur ce décès et ensuite, je voudrais que vous essayez un peu de nous donner votre réaction sur le silence, je ne dirais pas de la communauté internationale, plutôt de l'Union africaine. Vous savez qu'il y a une jurisprudence qui existe dans cette instance africaine, donc l'Union africaine. Et ça date d'une réunion qui avait été organisée en Algérie. On ne peut pas arriver au pouvoir en organisant donc un coup d'État. Vous voyez, donc l'arrivée au pouvoir est proscrite à l'Afrique. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, cette charte de l'Union, la charte que les militaires ont rédigée, je l'ai lu, je ne suis pas juriste, hein, n'avez-vous pas constaté qu'il y a eu, en fait, c'est un coup d'État qui avait été préparé depuis. Est-ce que c'est que je ne comprends pas, c'est disons, mon insuffisance hein, dans le domaine donc, du droit, une charte de 9 pages à peu près qui a été rédigée avec une pertinence incroyable. Votre réaction, professeur Daniel Mengara? Oui, oui, docteur Moukouté, d'abord, bon, par rapport à cette charte, c'est vrai que il faut s'étonner de la rapidité avec laquelle elle avait été rédigée, c'est vrai. Parce que généralement, les militaires prennent le pouvoir. Les militaires, ce n'est pas de grands intellectuels. Ils ne sont pas capables de développer comme ça de grandes idées. Mais la rapidité a été telle qu'il faut soupçonner l'intervention de quelqu'un derrière cette affaire-là. Donc laissons déjà la question de la charte de côté. Revenons au principe. Je crois que ceux qui se posent des questions sur cette affaire tchadienne ont raison. Parce qu'il y a énormément de zones d'ombre, n'est-ce pas, dans tout ce qu'on observe, comme manège depuis qu'on a annoncé la mort de Déby. Il y a deux choses que j'ai envie de dire là-dessus. La première, c'est que, vous savez, le Tchad jouit d'une constitution, en fait, du moins jouissait d'une constitution jusqu'à ce que cette transition militaire l'abroge, on va presque dire. Non. Cette constitution avait tout prévu, parce que c'est pour ça qu'on appelle ça la constitution. Elle prévoit tous les cas graves, y compris le décès d'un président en exercice. Dans le cas du Tchad, ce n'était pas un mystère. La constitution tchadienne, comme la plupart des autres hein, dans le monde francophone, dit quoi? Si le président se retrouve en état d'incapacité pour quelque raison que ce soit, ce qui inclut évidemment la mort, le décès, l'intérim est assuré par le président de l'Assemblée nationale. Donc, le décès de Déby, que ça soit par balle, ou par noyade, ou par crise cardiaque, il n'est pas question de définir la nature du décès. Dès qu'un président en exercice décède, selon la loi constitutionnelle tchadienne, c'est le président de l'Assemblée nationale qui assure l'intérim. Donc déjà, le fait que les militaires n'aient même pas pris le souci de se rabattre sur ce document qui était déjà en place, et donc de se proclamer, on va dire, structure de transition, là où il y a une transition constitutionnelle qui avait déjà été prévue, puisque sous les 45 jours, selon cette constitution, il fallait organiser une nouvelle élection. Donc le fait que les militaires aient abrogé, dissous les institutions telles qu'elles existaient jusqu'à présent, revient automatiquement à un coup d'État. Sur le plan de la pratique, c'est exactement ce que ça veut dire. Quand vous
sortez du cadre institutionnel qui était en place et que vous êtes des militaires qui s'arrogent le pouvoir, on doit automatiquement appeler ça coup d'État. Par contre, ce qui est choquant, et ça c'est le deuxième problème, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, docteur Mouketou, c'est-à-dire ce silence assourdissant de la part de la communauté internationale, où nous avons l'impression que quand il en vient à l'Afrique, les questions de jurisprudence, les questions de droit, les questions de principe deviennent des questions à double vitesse. J'ai envie de rappeler aux gens qui nous écoutent que récemment, un président démocratiquement élu, Ibrahim Boubacar Keïta, au Mali, il faut s'en souvenir, un président démocratiquement élu, parce que là, nous ne parlons pas d'un dictateur comme Idriss Déby, nous parlons d'un président démocratiquement élu dans un des pays qui commençait un peu à s'avancer vers la démocratisation, parce que le Mali, tant bien que mal, n'est-ce pas, commençait à avoir quelque chose de démocratique qui s'enracinait. Quand ce président-là a été défait par un coup d'État, qu'est-ce qu'on a entendu de la part de la communauté internationale? C'était un appel à la préservation, n'est-ce pas, des institutions. C'est ça. Ça veut donc dire qu'on a invité les soldats à s'en tenir aux règles en place. Et donc à rapidement céder le pouvoir aux civils. Parce que quoi qu'on dise, Ibeka était un président élu démocratiquement reconnu par tous. Mais qui a été défait en cours de mandat. Et là, on a eu une réaction qu'on va trouver acceptable. N'est-ce pas qu'un président démocratiquement élu, bon, quand même, on ne l'enlève pas par un coup d'État. Même s'il n'est plus au pouvoir aujourd'hui, mais on a apprécié la réaction. Comment se fait-il donc que dans le cas du Tchad, personne ne veuille réagir? Qu'on ait cette langue de bois généralisée à tous les niveaux, c'est-à-dire la France, les États-Unis, mais aussi l'Union africaine, mais aussi les nations africaines. Où justement il y a cette contradiction qui s'établit, parce que vous l'avez dit, en Gambie, qu'est-ce qu'on avait fait avec le président là-bas? On lui avait dit non, tu ne peux pas te maintenir, tu as perdu, et tout le monde lui a dit de partir parce qu'il avait perdu l'élection. On avait admiré la réaction. Mais comment se fait-il qu'au Tchad, un président soit mort, qu'il y ait une constitution, et personne ne réagit? Et moi, ce qui m'a choqué, c'est justement, par exemple, la déclaration du président Macron. Si vous lisez attentivement sa lettre n'est même pas une lettre d'amitié. C'est une lettre de fidélité à un homme, pas au peuple tchadien, je dis bien. C'est une lettre d'amitié et de fidélité à un homme, Idriss Déby. La lettre ne dit rien sur le peuple tchadien. La lettre ne dit rien sur la dictature que le peuple tchadien a vécu sous le régime d'Idriss Déby. Un Idriss Déby qui, pour moi, n'était plus stable mentalement. Parce que quand, vous savez, monsieur le docteur Mouketou, nous savons que dans la plupart de nos pays, le poste administratif ou politique le plus élevé, c'est celui de président de la République. C'est ça. D'accord? Mais quand vous éprouvez le besoin de maréchaliser la présidence, que pour vous la présidence n'est même plus suffisante, il faut maintenant que vous vous proclamiez maréchal, un peu à la façon Bokassa, qui, bizarrement, s'était rêvé la qualité d'empereur en Centrafrique. Moi, je dis, quand quelqu'un en arrive à cet état mental, c'est un malade mental. Il n'est plus équilibré. Et voilà la personne que la France semble avoir, on va dire, adoubé pour être un allié, mais dans un cadre où personne ne semble se préoccuper de la situation du peuple tchadien. Du peuple tchadien qui sait très bien que Idriss Déby, malgré les élections, était un dictateur militaire. Donc, voilà pourquoi j'ai envie de dire que sur ces deux principes, donc la question du coup d'État, c'est un coup d'État, il ne faut pas s'en cacher. Mais il y a aussi
cette apparence complicité de la communauté internationale, africaine, européenne et peut-être même américaine, où, bizarrement, les principes ont été, on va dire, évincés, et on voit des gens proclamer des amitiés personnelles. Vous voyez, moi, si j'avais été le président français, je devrais quand même commencer à un moment à montrer que, bon, la question tchadienne est d'abord une question entre Tchadiens. Idriss Déby étant mort, il aurait été plutôt souhaitable que les communiqués parlent au peuple tchadien et lui disent, votre président est mort, nous espérons que vous, le peuple tchadien, saurez trouver dans vos propres principes, les principes de votre constitution, les injonctions qui vont vous permettre une transition pacifique vers des élections selon ce que dicte votre constitution. Là, ça aurait été un meilleur message. Mais le message de Macron est un message d'ingérence qui est presque, quand vous le lisez, qui représente des ordres directs, où il salue une transition militaire qu'il aurait dû réfuter, mais où il semble presque intimer l'ordre à cette transition de rester en place et donc d'organiser le pays selon voilà, des principes flous qui sont finalement hors constitution et qui représentent en fait une complicité très claire qui dit que bon voilà, la France et les mutins, ou plutôt ceux qui ont fait le coup d'État, sont probablement dans ce coup ensemble, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de lire ça. Donc il faut noter cette contradiction qui, moi, m'interpelle, et je crois interpelle la majorité des Africains qui aujourd'hui voient dans cette transition un coup fourré contre le peuple tchadien. Et le silence, par exemple, du président de la Commission de l'Union africaine, qui est d'origine tchadienne, ça vous surprend? Oui, enfin, ça ne me surprend pas, justement. Pourquoi? Parce que, vous savez, pour moi, l'Union africaine, d'abord, en dehors du conflit d'intérêts qui existe entre, justement, le président de la Commission européenne, donc, enfin, de la Commission, n'est-ce pas, de l'Union africaine, pardon, donc, et son pays, hein, puisque quand il s'agit de votre pays, on comprend très bien que là, il y a un certain malaise, n'est-ce pas? Voilà, on comprend aussi que la place qu'il occupe, il y a eu, si vous voulez, le soutien du fin président Idriss Déby. Forcément, puisque la commission de l'Union africaine, on sait que c'est un machin, hein, donc du coup, ce n'est pas nécessairement une institution que moi, personnellement, je porte dans mon cœur, hein, parce que je crois que l'Union africaine, je la vois encore, moi, comme un ramassis de dictateurs. Vous voyez, un ramassis de dictateurs qui sont dans cette institution pour en réalité défendre leur régime. Vous voyez, parce que si justement, le président de la Commission de l'Union africaine était indépendant de ce système, hein, qu'on appelle l'Union africaine, il serait allé par les principes et aurait amené l'Union africaine à penser constitution, à penser préservation des institutions, et donc aurait forcé plus ou moins la communauté africaine, ne fût-ce qu'africaine, à une position qui disait qu'il fallait que les soldats remettent le pouvoir aux civils immédiatement et que l'ordre constitutionnel existant ne soit pas faussé. Mais ce n'est pas ce qu'on a vu. Donc, si vous voulez, il y a déjà un conflit d'intérêts là, puisque si c'est la famille Déby qui vous met au pouvoir, enfin, qui vous envoie à la commission, forcément, vous voulez servir les intérêts de la famille. Donc, vous ne pouvez pas être objectif. Donc, moi, je pense que l'Union africaine a besoin de faire exactement comme ils ont fait avec la Gambie, a besoin de faire exactement comme ils ont fait avec le Mali. Il n'y a pas de raison pour que les mêmes principes qui se sont appliqués à la Gambie et au Mali ne puissent pas s'appliquer au Tchad. Donc, une jurisprudence qui ne sera plus donc respectée. N'importe qui peut organiser un coup d'État et s'installer par la force, la communauté internationale. Forcément, puisque... Mais docteur Mouketou, ce que ça donne, ce que ça donne comme résultat, c'est-à-dire quand il y a autant de contradictions, c'est que dans plusieurs pays, hein, nous aurons des soldats qui peuvent avoir les dents longues et qui disent, mais si on a pu le faire au Tchad, pourquoi pas nous, dans notre pays? S'ils ont pu accepter la situation du Tchad,
eh bien, on va les forcer à accepter la situation dans d'autres pays. Et malheureusement, ça se passe parfois dans des pays qui, eux, nous donnent quand même déjà quelques signes de démocratisation. Parce que ce qui me gênerait, moi, c'est qu'on voit des situations comme ça dans des pays comme le Bénin où, quand même, on pense quand même que depuis les années 90, hein, le Bénin est l'une des... Hein, on reviendra sur le On reviendra là-dessus. Voilà. Donc moi, ça me gênerait de voir que il y ait cet esprit nouveau qui se réinstalle, parce que dès qu'il y a contradiction dans la jurisprudence, vous ne pouvez plus, en fait, on va dire, le caractère moral, hein, par lequel vous vouliez appliquer ces principes se perd automatiquement. Hein. Vous ne pouvez plus forcer quelqu'un à abandonner le pouvoir quand vous n'avez pas pu le faire au Tchad. Et c'est ce type de contradiction qui, en fait que les Africains perdent foi en leurs institutions. Et l'Union africaine vient de montrer encore une fois un exemple que c'est juste ce machin-là qui, en fait, ne sert strictement à rien. D'accord, très bien. Restons sur cette actualité sur le Tchad. Depuis son indépendance, professeur Daniel Mingara, vous savez que le Tchad est dans la guerre. La mort du président Déby va-t-elle rompre le cycle de violence qui caractérise ce pays? Je ne crois pas, parce que vous voyez, le pays était déjà instable, hein, dès le départ. Et d'abord, en fait, j'ai presque envie de dire, Idriss Déby lui-même arrive au pouvoir dans un contexte d'instabilité, tant bien que mal, il a survécu au pouvoir, mais la guerre n'a vraiment jamais arrêté. Et le Tchad, malheureusement, se trouve aussi à la confluence, n'est-ce pas, d'un certain nombre de pays, limitrophes, par exemple, de la Libye, ou de la facilité de la République centrafricaine, la République voilà, centrafricaine. voilà. Et donc, où l'accès, par exemple, aux armes, hein, que les gens ont pillées des arsenaux de Kadhafi, ces armes circulent un peu partout. Et donc, cette zone est devenue une zone très instable et très dangereuse et très militarisée. Ça fait donc qu'un pays comme le Tchad allait forcément continuer à faire face à un défi, qu'il soit islamiste ou autre, n'est-ce pas, et qui aurait besoin qu'en fait, on résolve d'abord la situation en Libye, peut-être, parce que c'est là que... Parce que la Libye était un no man's land en ce moment, hein, où les armes circulent n'importe comment, le trafic des armes, de la drogue et tout et tout. La Libye n'est pas contrôlée. Et pourtant, c'est un territoire énorme, vaste, que, en l'absence d'un gouvernement unifié en Libye, il serait très difficile d'envisager le contrôle de ce vaste territoire. Donc, le Tchad sera toujours dans cette forme d'instabilité, déjà régionale, à cause de l'instabilité régionale. Maintenant, à l'interne, docteur Mouketou, la question n'est jamais mystérieuse. Quand vous gérez un pays de manière militaire ou dictatoriale ou autoritaire, vous avez toujours naturellement une contre-réaction de gens qui recherchent la liberté. Donc la solution n'est jamais compliquée. Vous démocratisez, vous apaisez. Vous laissez les gens jouir de leurs droits démocratiques et des opportunités que la démocratie seule sait apporter. Vous obtenez ce qu'on appelle la stabilité politique. Et dans cette sorte de stabilité partagée par tous, vous avez un meilleur consensus national qui est capable généralement de résorber toute tentative de rébellion parce que les gens veulent à ce moment-là sauvegarder l'acquis national qui résulte du consensus. Et ça, c'est la seule chose que la démocratie accomplit. C'est un peu comme quand vous parlez de la France, n'est-ce pas? Après la Révolution française en 1789, les républicains se sont attachés à éduquer les Français au besoin de protéger la République. Parce qu'ils leur ont vendu cette République comme la République des opportunités, la République du mérite. Que cette fois, la condition de quelqu'un dans la société n'allait plus dépendre du sang ou de quelle famille vous êtes né, n'est-ce pas? Mais plutôt du travail et donc de ce que vous avez pu travailler et mériter comme salaire, comme opportunité. Et donc c'est un peu ça la démocratie, c'est-à-dire que si la nation, unifiée par son consensus politique, s'accorde sur les besoins de développement, de progrès de tout le monde, vous verrez que dans ces contextes-là, même les rébellions ont tendance à ne pas subsister très longtemps parce que le consensus national a tendance à éliminer les esprits réfractaires. Et du coup,
vous aboutissez généralement à plus de stabilité, à plus de possibilités d'avancement de votre pays. Dans le cas du Tchad, c'était impossible, puisque sans démocratie, vous n'avez pas de paix. Il ne faut pas s'en cacher, et les Africains doivent commencer aujourd'hui à comprendre l'importance de cette équation. Si vous n'avez pas la démocratie qui résulte d'un consensus national, vous n'avez pas de stabilité. D'accord. Alors, il y a une armée qui perd un leadership, une armée puissante qui perd un chef de guerre, si vous voulez, reconnu comme tel, l'armée tchadienne, bien sûr. Est-ce que cette armée, professeur Daniel Mingara, va-t-elle accepter la direction d'un jeune général sans expérience à sa tête? Écoutez, d'abord, j'espère que non. Les Tchadiens m'excuseront parce que, vous savez, à force de faire la politique au Gabon, j'ai tendance à être direct sur certains principes que moi je trouve inacceptables. La première chose que moi je trouve inacceptable, c'est que même quand on veut organiser une transition, on mette à la place, comme dirigeant du pays, le fils du défunt. Ça, c'est déjà pour moi inacceptable. Les questions de passer le pouvoir de père en fils en Afrique, on doit commencer à les éliminer de notre subconscient ou de notre pratique politique. C'est un poison politique, ça. C'est-à-dire quand on commence à faire du pouvoir dans un pays, un pouvoir familial. C'est un poison politique que nous tous en Afrique, nous devons absolument refuser. Donc, c'est ça le premier principe, Dr Mouketou. Maintenant, la question, c'est que, oui, dès lors que on observe comment cette affaire a été faite, ben, ça a été exceptionnellement rapide, parce que ce qui se passe généralement, c'est quoi? Vous appelez tous les généraux à un meeting pour s'accorder. Imaginons justement que vous ayez décidé de faire une transition militaire. Mais ça aurait demandé quand même des pourparlers. Or, la rapidité avec laquelle cette décision a été prise de mettre le jeune Mahamat au pouvoir, comme ça, simplement parce que c'était le fils du défunt, moi je trouve ça plutôt bizarre. Et voilà pourquoi je pense que non, j'espère que les autres généraux au Tchad vont refuser cela, vont renégocier une autre manière de faire qui ferait qu'on mette quelqu'un au pouvoir, à la tête de cette transition, qui ne fût pas de la famille Déby. Ça, je crois, ça sauvegardera au minimum le potentiel d'une forme d'objectivité, n'est-ce pas, dans la manière dont la transition va être gérée. Comprenez-moi bien, c'est très simple. Si c'est le fils qui gère la transition, il ne peut pas la gérer dans le sens qui désavantage sa famille. C'est impossible. Donc, la seule chose qu'il va vouloir faire, c'est préserver le pouvoir pour sa famille et faire donc du Tchad cette monarchie débienne, donc dans laquelle la famille Déby devient, un peu comme au Gabon, celle qui se proclame comme la seule à même ou qui ait le droit de diriger le Tchad. Et moi, je trouve qu'on doit éviter aux Tchadiens qui nous écoutent les mêmes affres, n'est-ce pas, de la politique familiale que nous, on connaît au Gabon. Et j'espère que les Tchadiens, non seulement se ressaisir et faire pression sur cette junte, n'est-ce pas, pour que, en réalité, non seulement on évince ce jeune homme, n'est-ce pas, de la direction du pays, mais qu'en même temps, on s'organise pour une transition civile. Et en fait, un retour à l'ordre constitutionnel, tant qu'il n'est pas encore trop tard, tant que cette junte militaire ne s'est pas encore enracinée. Mais j'espère que d'autres généraux vont quand même soulever le débat on va dire, de la justesse de la démarche qui a consisté à mettre au pouvoir le fils, de telle sorte que peut-être au Tchad s'engage un débat national qui amènerait à un consensus sur la manière dont cette transition doit être gérée. Bien, merci professeur Daniel Mingara. Je voulais rappeler à nos auditrices et auditeurs que nous restaurons le professeur Daniel Mingara, universitaire américano-gabonais, professeur des universités aux États-Unis. Alors, professeur Daniel Mingara, Jeune Afrique, comme vous le savez, je ne sais pas si vous lisez ce média, je parle quand même de Jeune Afrique, hein. Il y a certains qui parlent de Jeune Afrique. Jeune Afrique. Non, mais ici, il s'agit de Jeune Afrique. Donc, dans son article du 20 avril intitulé
exclusif Idriss Déby, deux points, les dernières heures du président maréchal tchadien. Fin de citation. Alors, je voulais vous poser deux ou trois dernières questions. Croyez-vous, professeur Daniel Mengara, au récit présenté par ce journal, donc Jeune Afrique? Ça, c'est la première question. Et je voulais savoir comment, vraiment, essayer un peu de nous expliquer comment un président en exercice, de surcroît, un président maréchal, peut-il être tué au fond devant ses gardes du corps, devant son armée, devant donc ses généraux? Alors, y a-t-il d'incohérence et manipulation, professeur Daniel Mengara? Écoutez, je comprends d'où vient votre question. La question est juste. Elle soulève une question sur la transparence même ou les circonstances de la mort de Déby. Et il est vrai que, bon, pour nous autres qui regardons ça du dehors, nous n'avons que des organes comme Jeune Afrique et d'autres pour nous rapporter les faits. Je pense que les faits de cette mort ne seront peut-être pas bien connus maintenant et que seul le temps nous apportera l'éclairage au fur et à mesure que les langues vont se délier, surtout, notamment au niveau des soldats. Mais moi, je n'ai pas pris sa mort sous l'angle, bon, on va dire complotiste, où bon, on se pose des questions sur ceci. Et c'est bien que les gens se posent des questions parce que je ne suis pas contre. Mais moi, j'ai envie de simplifier l'argument en disant simplement que, vous savez, pour moi, il y a un mot qu'on emploie dans la psychologie, l'analyse de la psychologie humaine, c'est le mot mégalomanie. Voilà. Si vous regardez la psychologie de Déby, le simple fait déjà de s'être proclamé maréchal, donc le titre de président ne lui suffisait plus. Il fallait maintenant qu'il devienne le seul maréchal président au monde. Vous savez, pour moi, je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'abord le premier signe d'une instabilité mentale. Chez des hommes ou des femmes comme ça, il arrive souvent un moment où on commence à se sentir invincible, indéboulonnable, indéracinable. Je n'ai aucun doute que, en allant au front, cet homme a voulu montrer qu'il était courageux. Donc, il a peut-être évité de porter un gilet pare-balles, il a peut-être évité d'être dans une voiture blindée pour montrer à ses soldats qu'il ne craint rien. Le fait même d'aller au front, alors qu'il savait que son pays était quand même confronté à une rébellion sérieuse, et de prendre ça à la légère, pour moi, dénote plutôt d'une condition mentale sur laquelle il faut s'attarder. Que voilà un homme qui s'est probablement cru invincible et qui en a payé le prix. Mais je dis heureusement pour le Tchad, parce que quelque part, pour moi, à chaque fois qu'un dictateur meurt, c'est l'espoir d'une libération pour les peuples qui subissaient la meurtrissure sous ce dictateur. Donc, je dirais que oui, tout ce que vous dites est vrai. On peut se poser ces questions. Jeune Afrique, certainement, a l'habitude de publier des choses parfois sur lesquelles on a à redire. Mais j'ai envie de dire, en l'absence d'éléments probants, pour le moment, il est difficile de se prononcer. Mais moi, je reviendrai toujours sur la condition mentale d'un homme qui n'était plus stable, qui, dans un moment où il a voulu affirmer sa grandeur, et aller s'exposer à une situation où la plupart des présidents n'iraient pas. Et il en a payé le prix. Et je salue justement la personne qui aura tiré la balle, qui aura provoqué cette mort. Parce que pour moi, Déby, qui venait en plus de s'imposer aux Tchadiens, parce qu'il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas que les gens l'oublient, qu'il venait de s'imposer aux Tchadiens dans le cadre d'un troisième mandat habituel, encore que lui, bon, on ne sait plus combien de mandats il a fait, mais... Ah oui, mais c'est vous dire que cette perpétuation du pouvoir personnel d'un homme, il fallait y mettre fin, quelque part. Et comme parfois on le dit, nous sommes tous des humains, à un moment, la mort finit toujours par nous rattraper, et dans ce cas-ci, la mort est arrivée de cette défiance qu'il a semblé vouloir continuer à démontrer devant des réalités qui s'imposaient, que quand vous volez les élections, quand vous acculez votre peuple à la misère, à la dictature, il y a forcément
réaction. Et cette réaction, c'est la rébellion. Et la rébellion a peut-être quelque part commencé à résoudre les problèmes des Tchadiens. On verra ce que l'avenir, dans le court terme, nous dira. D'accord. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il a été tué, vraiment en 30 secondes, il a été tué au front ou bien, disons, au palais, comme certains le disent? Oui, j'ai entendu toutes sortes de rumeurs là-dessus, mais comme je dis, je n'étais pas au palais, donc je ne peux rien affirmer. Et je comprends ce qui suggère cette possibilité. Que ça soit au palais ou au front, pour moi, ça ne change pas vraiment la réalité de l'équation. Parce que s'il a été tué au palais, c'est qu'il y a peut-être des gens au palais qui n'en voulaient plus. Mais s'il a été tué au front, peut-être que les rebelles savaient qu'il allait là-bas et ils l'ont piégé. Vous voyez? Mais le résultat revient à la même situation. C'est-à-dire que voilà un dictateur parti par l'heureux hasard de la destinée, et il faut qu'on en remercie, on va dire les dieux s'il le faut. Par contre, la question qui va être importante maintenant, c'est qu'est-ce que les Tchadiens vont vouloir faire de cette transition? Il faut d'abord qu'ils réagissent par rapport à cette situation de transition tronquée, transition confisquée, de manière déjà à se dire que si cette transition confisquée s'enracine, c'est presque un retour à zéro pour les Tchadiens. Il va falloir recommencer leur débat démocratisant à zéro. Et moi, je dis, j'encourage les frères tchadiens à se poser les questions qu'il faut sur cette transition et peut-être à faire comme les autres peuples l'ont fait récemment. On a vu des manifestations au Sénégal, au Mali et dans d'autres pays où les citoyens se sont dit, attention, là, si on reste à la maison, si on ne fait rien, si on ne va peut-être pas dans la rue pour exprimer notre mécontentement sur la manière dont cette transition va être gérée, eh bien, nous laisserons malheureusement le régime se militariser à outrance et malheureusement, à partir de là, ce sera en fait un autre coup dur pour les Tchadiens et la compromission peut-être d'une démocratisation possible pour peut-être 10 ans encore. Bien. Merci, professeur Daniel Megara. Nous sommes en train de respecter l'heure, très bien même. Il nous reste donc 1 heure et 1 minute. Très bien, c'était prévu donc pour 1 heure, les 2 premières parties.